Voilà, donc la troisième partie, toujours avec Jérôme Ménez, toujours pour le sprint final, hein, la dernière ligne droite, le dernier métro, comme on dit. Et, là, il y a les questions des auditeurs, mais avant, on a décidé, parce qu'on va les manier un peu de certaines citations, parce que dans ton livre, tu en as quand même répertorié un certain nombre. Et il y en a qui sont quand même assez croustillantes. Alors, on va émailler cette partie de quelques citations. On pourrait commencer par, justement, ce concernant l'Union européenne, parce que... Ouais, alors justement, je crois que tu en avais parlé un moment dans une de tes dernières interviews, je sais pas si c'est Sylvain Baron où tu avais parlé de la dérive un petit peu soviétoïde vers le Politburo. Vers le Politburo, ouais. Bon, je pense que c'est arrivé au moment où tu avais lu le bouquin. C'est au moment où je parle notamment du TSCG, hein, tu vois, du mécanisme européen de stabilité et du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l'Union économique européenne. Donc ce que je dis à un moment dans le bouquin, c'est je reparle de ce moment où le 16 décembre 2010, le Conseil européen présidé par Herman Van Rompuy, hein, tu sais, la gueule de The précieux de Gollum, exactement. Donc le Conseil européen présidé par Herman Van Rompuy a validé l'amendement du traité de Lisbonne permettant de le modifier à l'avenir en évitant la tenue de référendums nationaux par une procédure de révision simplifiée ne faisant plus appel aux populations européennes. Et puis à la suite de ça, si tu veux, donc ça c'était en 2010. Mais quant à Juncker, donc Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, qui le 29 janvier 2015 dit « Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens ». Bon, excusez-moi, mais cette démocratie-là, moi, j'en veux pas. Hein. C'est quelque part une URSSisation un petit peu des instances de l'Union européenne aujourd'hui. Gouverné par une bande de technocrates, c'est ça Ouais. On peut les et puis en comme plus, ça. ils affichent clairement la couleur, quoi. C'est-à-dire, il y aura plus de démocratie en Europe. Ah d'accord. Le dernier référendum, par exemple, le référendum qu'il y a eu, je crois que c'était en Hollande, hein, il me semble. Oui. Ils ont dit majoritairement non. Je sais plus, à 61%, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Mais faut que ça soit à un moment peut-être validé par voie parlementaire, quoi. Et Juncker dit seulement qu'il est triste, quoi. Alors, il est triste que les gens ne comprennent pas qu'il fallait voter oui, quoi. Voilà. C'est pareil. Je me rappelle plus du dernier référendum français, mais je pense que même d'ailleurs c'était autour d'une question. C'était autour 2005, du TFUE. autour de le 29 de Lisbonne. Voilà, exactement. Ouais. Le 29 mai, je crois, 2005. Enfin, traité constitutionnel, parce que le traité de Lisbonne, c'est l'appellation qui est suivante. Hein. Comme il a été refusé, il s'appelait le traité constitutionnel. Donc voté à 54% non par la population française, et puis sous Sarkozy, élection en 2007, et puis il le passe en 2008 par voie parlementaire. Allez hop. Comme il faut bien le rappeler aussi aux Pays-Bas, hein, puisque les Pays-Bas, dans la foulée du référendum français, la semaine d'après, avaient aussi voté non au référendum. Et l'Irlande aussi, on oublie souvent, il y a 3 pays qui ont voté non. D'ailleurs, c'est après le non irlandais qu'on a dit, on arrête le référendum. Voilà. Et là, ils l'ont passé carrément dans le marbre. Non, mais on va arrêter pour de vrai. En 2010, on va le marquer. Voilà. En 2010, ça a été officialisé. Il n'y aura plus d'appel aux populations européennes. Terminé. Comme en France, les eurorégions, et tu sais, les consultations normalement qui étaient obligatoires par référendum, et le fameux amendement, je ne me rappelle plus du député, qui dit maintenant, c'est terminé, on n'a plus besoin de demander aux gens, quand même, faut pas déconner, ils votent toujours comme il faut pas. C'est une vaste supercherie, tu vois, on est dans l'escroquerie démocratique, je veux dire, c'est sans précédent, quoi. Alors, je vais prendre les questions les méchanaudes, parce qu'il y en a plein comme ça. Alors, on me dit, dans le cadre d'une révolution-insurrection, est-ce que l'invité a quelques idées de sabotage possibles dans les médias, par exemple? Possible dans les médias? Possible, Lui demande des idées de sabotage, un peu. Moi, ce que je dis, c'est déjà, faudrait que les gens soient nettement plus documentés sur la contre-insurrection, sur les gens qu'ils ont en face, quoi. Sur le professionnalisme, l'opérationnalité et les capacités technologiques des militaires qu'ils ont en face, quoi. Des gens qui sont là pour défendre l'État. Faudrait qu'ils soient plus nombreux, et surtout, je ne vois pas comment ça peut être fait
s'il n'y a pas un financement, c'est toujours la même chose, hein, toujours, je suis désolé, je vais me répéter, hein, s'il n'y a pas un financement et s'il n'y a pas un armement qui vient de l'extérieur. Pour moi, on ne peut pas envisager de mouvement réellement insurrectionnel et révolutionnaire s'il n'y a pas un financement et un armement qui est étranger, quoi. Parce que, et puis aussi, il faudrait peut-être que les gens se posent un petit peu plus la question de l'après, quoi. Parce que révolution, insurrection, ok, mais pour faire quoi? Est-ce que c'est pour nous refaire la révolution capitaliste de 1789? C'est pour nous remettre le salariat, l'asservissement au crédit, à la dette, à la monnaie, à l'argent? Il y a un moment, justement, au Salon du Livre, j'ai croisé Philippe Pasco que tu as accueilli, et j'en en ai discuté, mais très bâton rompu, très gentiment, très affectueusement, et on en a discuté. Je lui ai dit, mais Philippe, tu vas pas assez loin avec ton bouquin. C'est bien, c'est vraiment super ce que tu fais, tu décris l'ensemble des malversations qu'il y a eu, tout ça, c'est très bien, mais... Après, toi tu dis il faut changer le régime, mais après, on fait quoi après? Et puis il me fait, ah oui, mais ça c'est la question qui vient après. Mais il faut se la poser maintenant, la question de l'après. Parce que quand il va y avoir un vide, à un moment, un vide de pouvoir, t'inquiète pas qu'il va très vite être repris. Et justement, suivant le principe de la stratégie du choc. Je veux dire, il y a des gens qui, si à un moment le pouvoir se barre, eh ben, tu vas avoir des multinationales qui vont se pointer, tu vas avoir des gens qui vont particulièrement bien organiser la reprise du pouvoir autour d'une stratégie du choc et autour justement de choc psychologique vis-à-vis de la population et les maintenir là aussi en asservissement en augmentant démesurément les prix, peut-être en faisant un petit peu comme le principe de guerre, hein, c'est-à-dire avoir peut-être des bons de rationnement ou des choses comme ça. Enfin, il y aurait réellement, c'est ce dont on doit faire gaffe, c'est pour faire quoi, si vous voulez faire une insurrection, révolution, pour faire quoi? Et bien avoir un ensemble d'informations qui permettent, si tu veux, de pouvoir prendre le dessus sur la contre-insurrection étatique. Mais sincèrement, j'y crois pas. J'y crois pas parce que, comme je te dis, il faudrait qu'on ait un sérieux appui extérieur. Extérieur, ce qui veut dire aussi influence, appui. Mais oui, mais oui. Et puis, voilà, c'est là aussi, tu vas devoir faire des compromis, des concessions encore, et compagnie. C'est pour faire quoi? La question, c'est ça, c'est... révolution, insurrection, ok, mais pour faire quoi? Comme dirait alors des proches, la révolution, oui, mais pas avec n'importe qui. Donc... et puis, comme je disais tout à l'heure, l'unité populaire, c'est une chimère. Quand je vois des gens, des fois, avec le profil sur Facebook, ils mettent nous sommes unis, tu sais, sur le principe de je suis Charlie, nous sommes, machin. Nous sommes unis. Mais où? Enfin, je sais pas, si tu vas à Nuit debout, tu vois qu'il y a des mecs qui peuvent parler, ensuite ils se font dégager, quoi. On pense tous les choses différentes, il y en a qui ont plus qui sont davantage conscients. On a tous des degrés de conditionnement et de conscience qui sont différents, notamment sur le fait économique. Et moi, je te dis, quand tu vois des gens qui partent en manif et qui, au final, se retrouvent entre eux à se taper la cloche au resto, à payer peut-être 100 et quelques euros mais les mecs, vous déconnez. Enfin, elle est où votre cohérence, quoi? Alors, on me dit, la plus efficace des armes dont dispose le peuple n'est-elle pas celle du pouvoir de voter? Pourquoi ne pas rendre le vote obligatoire? Alors là aussi, voter, moi je suis désolé, mais voter pour... Si c'est pour décider, je ne serais pas contre. Et encore, là aussi, il faut voir le problème d'échelle, parce que là encore, c'est toujours ce même problème qui revient. Voter, si c'est pour voter pour élire, pour moi, c'est une manière lâche et bête et grégaire, d'abandonner son futur et le futur de ses enfants à des gens élus sur poster et qui tous les 5 ans, on te demande une fois tous les 5 ans d'élire ces gens-là, et qui en plus ne te font pas de retour sur les votes qu'ils ont réalisés pendant les 5 ans. Donc moi, voter pour élire, je suis désolé, mais ça, c'est le principe d'une aristocratie. Voter pour élire, Aristote, c'est les meilleurs, tu élis les meilleurs. Ouais. C'est pas une démocratie, quoi. À un moment, il faut savoir ce qu'on veut.
Mais bon, déjà, aujourd'hui, évidemment, on n'est pas en démocratie, on est en oligarchie, c'est-à-dire c'est une aristocratie corrompue, selon les termes d'Aristote. On est en oligarchie, donc aristocratie, donc des gens élus, qui sont censés être les meilleurs, mais qui au final ne le sont pas, parce qu'ils sont les plus corrompus. Et ça, c'est normal, c'est le fait électoral. Si tu veux, aujourd'hui, à cause, toujours la même chose, du mécanisme, de l'argent, les gens, les élus, donc, qui, avant d'être élus, se présentent, eux aussi, ils sont soumis à ce mécanisme de l'argent. C'est-à-dire que pour financer leur campagne électorale, ils sont obligés à un moment d'avoir des financeurs, des créanciers. Et ces créanciers, il y a un moment, il faut leur retourner l'ascenseur. C'est toujours la même chose. Donc, tu retournes l'ascenseur, je crois que c'est Raffarin, je ne sais plus quelle phrase il disait, mais Raffarin dit beaucoup de conneries. Hein. The yes need to win against the no. Bref, mais il avait aussi dit, dans une élection présidentielle ou dans un principe électoral, il faut savoir tenir compte à la fois de la démocratie, mais aussi des financeurs. Il l'avait dit, ça, je ne sais plus si c'était sur RTL ou France Info, je ne sais plus, mais c'est purement vrai, quoi. C'est... les mecs ont à un moment à financer leur campagne. Une campagne, ça coûte très cher, et donc ils ont plusieurs retours d'ascenseur à rendre. Et évidemment, c'est plutôt dans les intérêts des multinationales, des grands industriels, que dans l'intérêt précis des populations. Donc le vote, comme elle propose, par exemple, le vote obligatoire, non, mais voter pourquoi ? Est-ce que c'est voter pour des décisions ? C'est-à-dire en principe d'agora, une démocratie directe, on précise, comme font les gentils-virus, j'en parle dans le bouquin, ce que propose Sylvain Baron. Si tu veux, c'est voter pour quoi ? Si c'est voter pour élire, non, enfin, c'est la baisse intégrale, quoi, sincèrement. Après, mettre en place un système de voter pour décider, sincèrement, aujourd'hui, il faut bien voir qu'on n'abolit pas la culture de la consommation, du narcissisme et du selfie par le verbe. On n'abolit pas donc ce désir, cette culture du désir de la consommation à outrance par l'écriture d'un article de constitution. C'est-à-dire, les gens, si tu veux, la majorité écrasante, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un écran plat Full HD pour l'Euro 2016. C'est pas de créer sa propre future constitution, quoi. On n'abolit pas ces choses-là par le verbe. C'est-à-dire que si les gens n'ont pas envie d'utiliser leur cerveau et n'ont pas envie de l'utiliser pour savoir quels sont leurs intérêts bien compris pour eux et pour leurs enfants, tu peux pas les obliger. Mais c'est pour ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi en France une partie de la population qui n'a pas envie de se mêler de politique. Mais c'est pas une partie, c'est l'écrasante majorité. C'est l'écrasante majorité. C'est l'écrasante majorité, oui. Et j'ai même pu le voir récemment parce que, comme je te dis, moi, c'est c'est l'aboutissement d'un projet et je vais pas rester. Je vais faire un truc justement autour du Génos, autour d'une communauté de lettres. On va enfin vivre et non plus accumuler des choses, des vidéos, des désirs, des trucs, des machins, des désirs d'acheter. Moi, là, si tu veux, j'ai eu à vendre pas mal de petits trucs à moi, des meubles, des choses et autres. Et c'est juste hallucinant, quoi. Je veux dire, il y a vraiment des catégories de population. Tu mets un truc en vente, t'es appelé une dizaine de fois dans l'heure, quoi. Ça, c'est le retour au principe de réalité, quoi. C'est vraiment... ça, c'est ce que je vois. C'est mon expérience réelle, à ma petite échelle, donc celle que je maîtrise. Tu vois, et je le vois, les gens ont besoin de consommer, ont besoin de tititainment. Ah oui, le fameux tititainment. Le fameux tititainment, ils ont besoin de divertissement, ils ont besoin de tout ça. Donc c'est pour ça que je me dis, on est encore trop minoritaire pour pouvoir tenter d'imposer des trucs, de refaire une... Mais finalement, les gens, donc tu vois, comme tu dis, l'immense majorité de pas se mêler de politique, cette catégorie de la population, cette partie-là, elle se complaît aussi dans ce système du tititainment, ça lui va très bien. Est-ce que elle, c'est ce que nous disait Pierre Hillard quand on avait abordé évidemment ce sujet-là avec lui, il disait, pour lui, les choses pourront bouger ou évoluer à partir du moment où les gens auront le frigo vide. Mais c'est ça, c'est ce que... Bon alors, je fais
Effectivement, je vais paraphraser, je paraphrase ce que dit Pierre Hillard dans ce cas. Mais moi, un nombre de gens qui me connaissent depuis des années, je leur dis en permanence, il ne se passera rien tant que les rayons du supermarché seront remplis. C'est sûr. Moi, sincèrement, il n'y a pas d'unité. Aujourd'hui, il faut arrêter de penser qu'il y a effectivement... Alors, le problème, c'est, là aussi, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est le problème d'échelle. C'est-à-dire que c'est pas la même échelle, même rien qu'entre 10 et 100 et 1000 personnes, c'est déjà pas la même chose. Il faut déjà avoir des projets qui sont adaptés. Alors, peut-être que les gens ont un sentiment d'unité quand ils se retrouvent sur la place de la République, qui sont 700, 800, 1000. Ok, très bien. Mais ce n'est qu'un sentiment, ce n'est que la représentation du réel, ce n'est pas la vérité. Il n'y a pas d'unité, pas d'unité suffisante. Une unité de masse. Oui, c'est une unité de masse, parce qu'en plus, au niveau de ce mouvement, on voit que les organisateurs sont dans un certain paradigme, une certaine idéologie. Hein, ils l'affirment dans les vidéos, on l'a vu, hein, vous pouvez voir. Alors, bon, il y en a d'autres, même des organisateurs moins connus, mais qui s'expriment. Et puis, on voit les gens qui font la base, ce qui se passe réellement. Puis, c'est ce que tu dis, il n'y a pas d'unité. C'est une illusion d'une... C'est une illusion, ouais. C'est le principe des foules. Là encore, on en revient avec Gustave Le Bon. Il y a des illusions, il y a des raisonnements simplistes, il y a des exagérations aussi. Il y a de la mauvaise foi, il y a le sentiment d'impunité. Mais il n'y a pas une unité, idéologique suffisante. Ouais. Pourquoi ? Parce que, à mon sens... on a été démoralisé pendant un paquet d'années, quelques décennies, qu'aujourd'hui on est en période de déstabilisation. On voit que les gens ont été complètement déstabilisés par les deux attentats, quoi. Effectivement, il y en avait eu en 95 avec l'attentat du RER. Et ensuite il n'y avait plus rien eu. Mais ce qu'il faut savoir, je ne veux pas dire ce connerie, mais je crois que c'est depuis 96, on est sous plan Vigipirate. Oui, à différents degrés. Il n'y a pas l'écarlate, évidemment, mais on est sous plan Vigipirate depuis 96. Oui. Les gens se sont habitués un petit peu à ce climat un peu de terreur. Je ne sais même pas si c'était pas avant. Je crois que c'est 96. Mais il me semble que c'est 96, tu le dis dans ton livre, mais il me semble, hein, c'est vérifiable, moi je l'avais vérifié sur... Mais effectivement, ça fait, même 96, tu te rends compte, ça fait 20 ans de Vigipirate. Bon, en 20 ans de Vigipirate... Comme on dit, il faut juger l'arbre à ses fruits. Hein. Et les résultats ne sont pas... Non, ils ne sont pas au rendez-vous. Ils ne sont pas au rendez-vous. Alors, je vais prendre il y a encore des questions. Alors, bonsoir, monsieur Ménez. Bonsoir. Vous avez dit que c'est Alchimian. Alchimian, bonsoir. Vous avez dit que vous alliez vivre en France, ailleurs qu'en France. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Est-ce que vous ne vous retrouvez pas dans les façons de vivre en France et dans les valeurs de cette société française ? Où iriez-vous qui pourrait plus vous correspondre ? Mais très curieux, dis donc. Alors, je vais pas dire où, parce que chacun doit avoir son propre projet. C'est ça qui est fondamental, à mon sens. C'est-à-dire que j'ai pas au final, le final peut être vu de façon pessimiste dans mon bouquin. Quand je dis l'effondrement économique est indispensable, etc. C'est pas très joyeux. Ouais. C'est pas très joyeux, mais en même temps, si on arrive à avoir un projet à notre dimension, avec les ressources, avec le plan, avec une vision assez précise, on peut arriver à choisir en fonction de ses affinités l'endroit où on veut aller. Moi, je ne vais pas dire précisément où je veux aller, mais il y a des tas de projets de vie quand on se pose les questions. C'est pas en France, hein, tu l'avais dit tout à l'heure. Ouais. Non, puis l'Europe me fait chier. Non, mais non, on est dans un monde... L'Europe, c'est vraiment complètement inversé, c'est pas subtil, on nous prend vraiment pour des crétins, donc voilà, ça me saoule profondément. Et pourquoi je veux tenter quelque chose ailleurs, c'est qu'effectivement, je ne me retrouve pas dans la collaboration financière et économique qui existe en France. C'est-à-dire que on a admis que c'était normal, quand on avait un taf, d'être obligé de créer un compte bancaire. Pourquoi ? Avant, les mecs recevaient leur chèque, ou leur paiement en liquide dans les années 70. Il paraît qu'ils ont imposé dans la loi d'avoir un compte bancaire. Enfin, je sais plus. Non, et puis même quand tu veux créer ton propre truc, t'es pas obligé, mais on te fait miroiter que s'il y a un rapport, s'il y a quelque chose, il faut que tu puisses bien montrer tes comptes professionnels qui sont différents. Enfin,
Ça aussi, c'est juste insupportable, quoi. Le fait, par exemple, d'être obligé de payer une carte ou des frais de tenue de compte, ou d'être obligé de payer une carte pour utiliser son propre pognon. Putain, moi, ça me saoule, ça. Tu sais, non, j'ai pas envie d'accepter cet asservissement-là, quoi. Donc, donc pour revenir pour bien répondre à la question, oui, je ne me retrouve pas dans les valeurs... les valeurs qui sont en ce moment... oui, c'est le fait que l'idéologie friedmanienne néolibérale, sans qu'on le sache, a pris le dessus sur nous. C'est-à-dire qu'on ne fait que de consommer de l'idéologie monétaire, quoi. C'est-à-dire que pour nous, c'est normal. C'est normal d'avoir un compte en banque, d'avoir plusieurs comptes, d'avoir plusieurs cartes, d'avoir plusieurs trucs. Mais non, moi, ça m'intéresse pas, quoi. Je préfère abandonner la société de l'avoir, plus me focaliser sur des choses plus naturelles, peut-être un petit peu plus sur l'entraide, l'échange de services, échange de bons procédés, et puis peut-être je pense que si on part sur un projet comme ça, c'est beaucoup plus émancipateur, dans le sens où tu apprends à avoir un savoir-faire que tu n'avais pas. C'est-à-dire que si on est un petit nombre, qu'on a un projet et qu'on veut vraiment y arriver, eh ben on va tous apprendre des métiers différents. Et ça, c'est super émancipateur parce qu'on a un savoir-faire, on a un capital savoir-faire qui augmente. Moi, je préfère parler de capital savoir-faire ou de capital santé ou de capital énergie que de capital économique. Voilà. Et donc, quelque part, tu prônes quoi? Un retour donc à la nature? Comment on pourrait appeler ça? Un retour? Non, pas forcément. Moi, Alors, pas la nature, évidemment. Bon, j'imagine, tu vas pas nous dire on va revenir Cro-Magnon. Naturiste, tout ça. Mais en fait, on revient à un mode de vie qui n'est plus rien à voir avec ça. Moi, je vais même pas jusqu'à là. Je dis juste, ayez des projets de vie qui soient à votre échelle, à l'échelle humaine, et qui soient gérables et maîtrisables. On n'arrive jamais à sortir tout à fait de l'argent, parce qu'il y a un moment, même si tu prends un terrain, bon, bah, tu vas toujours à un moment devoir quelques taxes, devoir quelques trucs. C'est pareil, les énergies renouvelables, c'est bien à un certain moment, mais si tu as besoin à un moment de gaz ou d'essence, tu es un peu obligé de l'acheter, ou tu es un peu obligé de troquer, mais de faire quelque chose. Ce qu'il faut, c'est que les gens vraiment se posent des questions et aient un vrai projet de vie à dimension humaine et qui soit maîtrisable. Parce que si on a un projet de vie pour les autres, ou un projet de vie pour changer la société, changer la France, changer le monde, c'est foiré d'avance. Ayez des projets à dimension plus humaine. D'accord. Alors, on me dit, que pense l'invité des médias alternatifs comme Beta TV par exemple? Voit-il un brillant avenir pour ces médias ou croit-il que tous ces médias vont être censurés avant de faire trop de bruit? Non, je pense que c'est une belle aventure humaine, je pense. Je pense que, hormis tout ce qu'il y a autour c'est une bonne aventure humaine et vous permettez aussi de mettre en place une certaine intelligence collective. Dans le sens où tu invites des gens avec des parcours différents, qui se sont posés des questions sur des sujets tous un peu différents. Et quand on arrive à cumuler tous ces savoir-faire, ou savoir, ou juste de la connaissance, je pense qu'on est tous un petit peu plus, on a tous un peu plus la tête mieux faite plutôt que mieux remplie. C'est-à-dire qu'on est plus à se poser des questions sur tout un tas de sujets différents, un panel de sujets, plutôt qu'un seul dans lequel on va être expert. Donc pour moi, avoir une vision globale où on a une espèce d'intelligence collective qui permet de diffuser du savoir, c'est super. Voilà, je trouve que c'est un super projet. Après, pour l'avenir, Inch'Holland, je sais pas, ou Inch le suivant, on verra. Mais de toute façon, voilà, il demande si ces médias ont de l'avenir. Il est vrai que les médias traditionnels sont en perte de vitesse. Les médias dits indépendants sont en expansion. Voilà. C'est un phénomène du moment là. Après, l'expansion, là encore, on va voir. Tu aurais le pouvoir dans 115 ans. Oui, à ce rythme-là, oui. Oui, voilà. Donc c'est bien, c'est une très bonne chose et le principal, c'est quand même d'avoir la foi en son projet, parce que c'est avant tout un projet. Après, l'avenir le dira, mais sincèrement, si
Et puis, je ne connais pas aussi ce que vous voulez faire, quoi. Quel est votre projet pour, si tu veux, pour gagner de l'audimat ou de la gloire. Voilà, le principe, c'est aussi de fonctionner au jour le jour, d'arriver à peut-être sauvegarder 2-3 trucs. Mais pour moi, l'objectif que vous avez atteint, c'est vraiment celui de diffuser du savoir et de diffuser du savoir sur différents sujets que les gens peuvent aller vérifier. C'est ça qui est important. Voilà. Vous diffusez, j'ai envie de dire, la curiosité. Voilà. Alors, autre question, c'est une jeune fille, voilà, il n'y en a pas beaucoup. Alors. Bonsoir messieurs, sans tout dévoiler, pourrait-on avoir une précision sur le concept de guerre de 4e génération? L'information joue-t-elle un rôle majeur dans la psychologie des foules aujourd'hui? Bah oui, évident. Le concept de guerre de 4e génération, c'est en fait toutes les armes non conventionnelles et toutes les techniques aussi de guerre non conventionnelles. Donc c'est autour du smart power, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Les guerres non conventionnelles, c'est aussi des armes économiques. Je veux dire, quand la Russie se fait attaquer le rouble, ou quand le sud-est asiatique en 97-98 se fait attaquer sur l'ensemble de tout un tas de monnaies, le baht, le ringgit, un petit peu le yuan aussi, tout ça c'est de la guerre non conventionnelle, c'est-à-dire que c'est de la guerre économique. Il peut y avoir aussi, aujourd'hui, la génétique a fait un bond, enfin c'est inquiétant ce que fait la génétique aujourd'hui. Il peut y avoir des guerres, il y a des guerres bactériologiques, il y a des guerres des guerres climatiques. C'est tout ce qui est guerre non conventionnelle, c'est ça, c'est tout ce qui est hors du militaire classique. Voilà, donc il y a la finance, l'économie, les techniques aussi comme je disais tout à l'heure, de magnétisme, autour du magnétisme de la Terre. Il y a les énergies, il y a les guerres, donc guerres bactériologiques, guerres chimiques, radio, voilà. C'est la guerre de 4e génération, c'est un petit peu ça. Alors on parle aussi, j'ai vu 2-3, notamment Lind, je ne sais plus quel est son prénom, Henry Lind, je sais pas quoi, qui parlait de guerre de 5e génération, mais en fait c'est juste des techniques qui sont déjà utilisées dans la guerre de 4e génération, notamment autour des médias, le fait que les médias soient intégrés, et je fournis à un moment le truc là-dedans, le formulaire que les journalistes ont eu à signer pour la deuxième invasion en Irak, où ils signaient le fait qu'ils ne pourraient, déjà surtout s'ils sont morts, mais entre autres s'ils sont blessés, ils ne pourront jamais attaquer le gouvernement américain. Voilà, on te dit c'est dangereux. Il y a plusieurs, même aussi le champ lexical est important. Il y a les injuries, death, enfin il y a beaucoup de mots qui font peur. Et puis il y a le formulaire classique de l'administration américaine. Tu sais déjà à l'avance que c'est une escroquerie, quoi. Donc il y a ce qu'il y a eu surtout en 2003, c'était l'intégration des médias justement dans l'objectif de maîtriser l'information. Il y avait, avant de diffuser, il y avait des analyses, il y avait des filtres et des analyses, et surtout l'objectif c'était de dominer l'information pour être le seul à pouvoir diffuser sa propagande, et que les autres ne puissent rien faire. Parce que surtout qu'on avait eu, parce que tu sais, cette analyse, quand on fait comme ça l'analyse des stratégies en fait médiatiques qui ont été utilisées dans ces différentes guerres, parce que on l'a vu à partir de la première guerre du Golfe, où c'est vraiment flagrant. On est en 1991, on est dans une période d'extrême médiatisation, et donc cette guerre du Golfe, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il n'y avait quasiment aucune image. C'était une guerre. Ouais, je me rappelle des plateaux, moi, avec Guillaume Durand, sur la 5, évidemment, où pendant 4 heures on parlait, on voyait une image vaguement de choses. Il y avait 2-3 analyses stratégiques, et puis il y avait des experts militaires qui découvraient. Alors c'était fascinant parce qu'ils disaient nous découvrons les images. Alors c'est-à-dire que les mecs, ils n'ont pas plus vu les trucs que toi. Et puis donc nous voyons qu'il y a peut-être, des lumières, ça suggère des bombardements, machin. Enfin bon, voilà, c'est de la grosse, ça marchait pas mal la nuit à l'époque. Ils tenaient l'antenne comme ça, ils ont tenu toute la guerre en ne montrant rien. Et donc, quand il y a eu ensuite, évidemment, cette guerre de 2003, j'ai l'impression que les Américains ont dit, attends, mais là, on va être obligé de montrer quelque chose. Donc là, on va les emmener avec nous et on va vraiment montrer ce qu'on veut. Voilà, on va pas ne rien montrer du tout, parce que là, on pourra vraiment pas. Et quitte à montrer quelque chose, autant qu'on choisisse. J'ai l'impression qu'ils ont opté cette stratégie en disant, c'est pour ça qu'on va prendre les journalistes avec nous.
Et on va bien, voilà, ils vont pouvoir montrer quelque chose, mais en tout cas, on montrera ce qu'on veut. Parce qu'aujourd'hui, la propagande médiatique est beaucoup plus efficace qu'un bombardement. Dans l'idéologie, dans le fait d'avoir une opinion publique qui est derrière soi, c'est fondamental, quoi. C'est ce qui fait d'ailleurs même réélire Bush. Voilà. Moi, j'ai été choqué quand j'ai vu Charlie voir Valls et Hollande prendre des points monstrueux dans les sondages. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est des vrais sondages ou pas? J'en sais même fichera rien, parce que avec Opinionway, avec tous les magouilles qu'il y a eu autour des sondages avant aussi sous Sarkozy, est-ce qu'un sondage est vrai ou pas? Moi, je suis jamais interrogé, donc je sais pas. Mais alors que les mecs auraient pu supprimer ce truc-là, parce que j'en parle à un moment de la PNCD, la plateforme nationale de cryptage décryptement, qui a été mise en place en 2007, plus aussi l'ensemble des informations qu'ils ont pu recevoir de divers informateurs comme Franck Pucciarelli et d'autres. On avait tout ce qu'il fallait, soi-disant, pour pouvoir détecter, et puis on n'a rien vu. Les deux, on n'a rien vu, quoi. Et puis bon, la PNCD, c'est 2007. Bon, on a eu 8 ans pour se former dessus, quoi. Il y a un moment... si on a des outils, il faut savoir les utiliser. Alors, sincèrement, moi, je suis sceptique, je suis dubitatif. Je ne vais pas dire que ça a été laissé faire. Je ne sais pas, mais c'est étrange. Des questions qui se posent. Alors, oh là, une grosse question. On me dit bonsoir à tous, je vais essayer d'être court. Ah bah c'est raté. Raté. Mais la question est difficile à simplifier. Ne pensez-vous pas que le capitalisme a développé certains territoires trop rapidement, entre parenthèses, plutôt l'Occident où le climat est propice, et qu'il est impossible pour le reste du monde, Afrique, Asie, d'arriver au même développement, entre guillemets, risque sur les ressources, pollution, etc. Pour maintenir un niveau de vie correct dans ces territoires développés, faut-il malheureusement empêcher les autres de se développer? Ça, c'est la première question. N'est-on pas condamné à terme à être en guerre avec les peuples des pays pauvres qui explosent démographiquement et nous regardent? Les métaux rares et précieux, les ressources énergétiques se situent en grande partie dans ces pays pauvres. Ne sommes-nous pas dans une situation terrible malgré nous, entre parenthèses, la population, je veux dire, qui n'est pas responsable de cette situation. Est-ce que, je trouve finalement très réaliste, est-ce qu'il n'y a pas justement une confrontation inéluctable qui est devant nous entre l'Occident, riche, on va dire, peu peuplé, et autour de nous, et particulièrement l'Afrique, qui est juste de l'autre côté de la Méditerranée, extrêmement peuplée, une pression démographique. Ne nous l'aurons pas, tous les spécialistes le disent, l'Afrique aura plus de 2 milliards d'habitants d'ici 30 ans. On est à 1 milliard, c'est-à-dire, je vous laisse imaginer, ça a une population qui va doubler. Hein, sauf si tu as une guerre bactériologique ou une guerre autour d'Ebola, du sida, ou des choses comme ça. Il y a des tas il peut y avoir des choses. Ça, c'est vrai, oui. Alors, bien sûr. Mais bon, ça n'a pas réussi à endiguer suffisamment le problème. Je cite à un moment un bouquin de Holdren, comment il s'appelle Holdren, John Holdren, qui a écrit en 77 Écosciences, Population, Resource, Environment, donc population, ressources, environnement. Un truc imbitable, quoi. C'est 980 ou 1000 pages, et où le gars parle de stérilisation, de contrôle vraiment, donc c'est un Américain évidemment, de contrôle des masses de population, mais aussi des ressources alimentaires, et aussi des ressources des ressources énergétiques, pour le monde entier, si tu veux. Et le gars parle, dans son bouquin, à peine un mot, enfin, même pas un mot, enfin, vraiment de façon claire et dévoilée, il parle de stérilisation de masse. Il parle de tous ces avortements forcés, vraiment de contrôle de la population, dans le sens où il ne faut pas que certaines populations se reproduisent, justement pour ne pas arriver en échec, enfin ne pas être en manque de certaines ressources alimentaires ou énergétiques. Et cet homme-là, si tu veux, il est aujourd'hui encore conseiller senior en sciences et technologies de l'administration Obama. Donc tu vois, aujourd'hui,
il y a des gens qui ont écrit ce genre de choses et qui sont à la tête de l'administration. Si oui, parce qu'il y a toute une espèce de philosophie comme ça de contrôle de la population. De contrôle de la population et de réduction de la population, une espèce d'eugénisme malthusien. Voilà, après, oui, il y a les Gatestones aussi. Voilà, et parce qu'on a vu beaucoup d'élites parler de ça aussi, dans la bouche de Bill Gates, de machin, de trucs, qui te dit il faudrait moins de population mondiale, il faudrait réguler la population mondiale. C'est une idée. Mais même Jane Goodall, je ne sais pas si tu vois, celle qui s'occupait des orang-outans, des singes, des chimpanzés en Afrique. Même elle dit j'aimerais arriver à réduire la population sans faire de mort, si tu veux. Enfin, tu vois, en anticipant les naissances suivantes. Elle dit, là aussi, son discours est particulièrement ambigu. C'est-à-dire qu'elle parle de maîtrise de la population, mais sans faire souffrir. La stérilisation étant un bon... Oui. Mais je pense que les populations, je ne sais pas si on a vraiment bien répondu à la question énorme, je suis désolé. On a un petit peu digressé, mais on est un peu dans la question. Oui, je pense qu'il y a un moment, il va y avoir des révoltes particulièrement sanglantes, et il va y avoir aussi une répression particulièrement sanglante. Parce que, clairement, pour aller dans le fond du sujet qui nous a exposé, cette confrontation entre, on va dire, l'Occident et l'Afrique, qui prend... déjà dans notre actualité, on va dire, qui prend forme à travers évidemment cette pression des flux migratoires qui se traduit en Europe par la montée justement ce que je pourrais appeler un retour identitaire fort, où il y a et dans tous les pays, c'est pas que la France, c'est en Angleterre, c'est en Allemagne, c'est en Danemark, en Hollande, en Italie, partout il y a ce retour-là. Qui est une réaction, j'ai le sentiment, pour moi en tout cas, de cette situation. Quoi. Mais là encore, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et puis, il y a l'historique du traité de Berlin en 1885 aussi, le partage de l'Afrique. Comme il y avait eu avant le partage de l'Amérique latine, entre l'Espagne avec le traité de Tordesillas, exactement. Avec un certain... Tu sais, tu avais la ligne droite pour le Portugal, et puis mais après, il fallait chercher quelle était l'autre limite de l'autre côté. Si tu veux. Donc ils étaient allés jusqu'aux Philippines, enfin ça devient un vrai bordel. Mais je pense qu'ils sont restés un petit peu sur ce principe-là. Quand tu regardes des gars comme Sankara, qui ont essayé malheureusement de redonner, ou peut-être aujourd'hui, alors je ne sais pas s'il faut comparer avec Kémy Séba, mais quand tu vois Sankara, tu vois ce qui lui est arrivé quand il essaye de redonner... il faut lire là aussi le bouquin de John Perkins, Confession d'un assassin économique, où il parle de Mossadegh, où il parle de Torrijos, où il parle de Roldos. Tout à fait. Voilà. Les mecs, ils étaient sincères, quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient élus et puis ils suivaient leur programme, eux. C'est pas comme Hollande, Sarkozy, autres. Ils étaient élus sur un programme qui suivait, c'est-à-dire qu'ils voulaient redonner de la richesse au peuple qu'ils administraient, quoi. Et ils ont fini assassinés, ou des avions qui s'écrasent étrangement. Et il y en a eu plein, des cas comme ça. Donc, Alors, on me dit, quel regard porte Jérôme sur le comité Orwell, le collectif de journalistes lancé par Natacha Polony? Je leur ai envoyé au moins un exemplaire et un dossier de presse, j'ai pas eu de retour. On était potentiellement, avec un pote du cercle, en contact avec Natacha Polony, mais elle est très demandée, quoi. Qu'est-ce que je pense ? Je pense que là aussi, ils vont peut-être pas jusqu'au bout de la question, parce que j'ai pas suivi les derniers développements, mais ça part d'une bonne idée, mais faut bien cadrer le truc, quoi. Jusqu'où ça va aller, aucune idée, quoi. Je veux dire, est-ce que ça va à un moment être récupéré dans le but de faire un mouvement politique ou autre, un petit peu comme on voit avec Lordon, avec Nuit debout, tout ça. C'est à voir, je sais pas, en tout cas, je leur ai envoyé ça, j'ai pas eu de retour pour l'instant. On va se faire traiter de facho, donc ça va. On pourra discuter avec elle. Mais je suis pas contre de discuter avec les gens, moi, c'est bon.
selon le logiciel Antifa, évidemment. Alors, d'après vous, y a-t-il des formes de vie intelligentes autres qu'humaines dans l'univers? Et si oui, pensez-vous possible que certaines formes de vie non terrestres soient ou ont été en contact avec la Terre? Oula. Ouais, il aime les terrains glissants, là. Ouais, il fait monter, allez, l'Everest, allez, on y va. Moi, je vois pas pourquoi on serait les seuls dans l'univers. Il n'y a aucune raison. Au niveau des maths, des mathématiques pures, de la probabilité, mais il n'y a aucune raison. Je crois que des exoplanètes, on en a trouvé 4000, 4500, quelque chose comme ça, qui ont donc des caractéristiques semblables, pas tout à fait les mêmes, semblables à la Terre. En tout cas, de ce qu'on a pu en voir à distance. Quand on arrive à 4000, 4500 exoplanètes, forcément, il y a un moment, il doit y avoir une vie. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à être en contact avec eux? Ça, je ne sais pas. Et par contre, ce que j'ai vu aussi comme document, c'est un document de la CIA où il parlait justement de Roswell, des deux extraterrestres qui avaient été retrouvés à Roswell. Donc il y a un document de la CIA qui existe là-dessus, qui fait un bon petit nombre de pages, et qui décrit les mecs les formes vivantes extraterrestres qu'ils ont récupérées dans l'Area 51. Donc il y a ce document-là qui existe. Après, est-ce que c'est un vrai, est-ce que c'est un faux? J'aurais tendance à y croire, mais là encore, moi j'avais pas de documents, j'avais pas de doc vraiment sourcés qui se recoupaient, donc j'en ai pas parlé dans le bouquin. Mais je vois pas pourquoi on serait les seuls, ouais. Bon, voilà cette réponse. Alors, les chemtrails, on en a parlé. À quel laboratoire peut-on demander les tests sanguins? Tous les laboratoires, ça? C'est vrai que c'était pas... Oui. Non. Ah oui, moi je l'ai fait faire un laboratoire sanguin de ma ville. Vraiment, le seul truc, c'est qu'il faut payer, quoi. Ouais, il faut payer. Parce que c'est pas remboursé. C'est pas remboursé. On ne peut pas demander à son médecin, par exemple, je me sens mal, j'aimerais savoir mon taux d'aluminium, de barium et de strontium au passage. Tu peux lui demander, il va te faire une ordonnance. Prescription. Ça va être une prise en charge. Je crois que tu vas avoir une prise en charge qui va te faire éviter de payer 4 €, tout comme ça. Mais sur 85, 88 €. Faire une bonne mutuelle. Oui, non, mais de toute manière, ces tests-là sont pas remboursés, mutuelle ou pas. Il n'y a pas de maladie liée à l'aluminium? Ah bon? Aluminium, c'est bon, ça, je veux dire, c'est remboursé. Ça, c'est remboursé. Mais le barium, strontium, et encore, là aussi, il faudrait voir manganèse, cuivre et tout ça, voir ce que ça donne. Mais vous pouvez aller le faire, je vous conseille de le faire. Alors après, il faut savoir que c'est de l'argent perdu. Et donc, j'étais en contact avec Stéphane, un gars dans le Var, dont je parle dans le bouquin, qui lui en avait fait pas mal. Donc lui, je crois qu'il est peut-être pas encore à la retraite, mais pas loin, un petit peu avant, et puis il m'a dit que lui, il était prêt vraiment à mettre des sous pour savoir précisément ce qu'il y a, quoi. Donc il faut être prêt à mettre des sous pour vérifier. Allez faire le test, il y en a, ils veulent savoir. Ouais. Alors, tiens, on me parle, c'est vrai, encore du projet HARP. Il y a plusieurs questions sur le projet HARP. Alors, je vais en prendre une. On me dit bonsoir, monsieur Ménez. Que pensez-vous du fait que plusieurs pays ont développé des projets comparables au projet HARP? Et au vu de ce que vous dites, et c'est maintenant obsolète, cette arme climatologique a-t-elle pu évoluer pour changer de forme ou de nom? C'est vrai qu'on sait... HARP. Oui, sur HARP. C'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose sur comment on appelle ça, sur HARP. Bon, t'as expliqué tout à l'heure ce qu'on savait. Mais ce que tu dis dans le livre, c'est que c'est vrai que c'est, il faut le répéter, c'est pas les seuls à avoir cette technologie-là. Oui. C'est pas les États-Unis, ils sont pas tout seuls. Non, mais voilà. non, mais il y a la Chine, mais les Russes étaient là avant. Et les Russes étaient là avant, voilà. Les Russes l'avaient avant. Il y a Israël aussi qui l'a. Il y a, on voit aussi que les Émirats Arabes Unis sont à fond là-dessus. Ils sont vraiment en train de mettre ça en place. Mais il y a une différence aussi entre les technologies de communication militaire et les armes réellement climatiques. Ouais, c'est ça, l'arme climatologique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la technologie, aujourd'hui, on peut faire énormément de choses. On peut créer des séismes avec une machine de Pavlovsky. Avec la machine de Pavlovsky. Confirmé par Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit, mais même si on n'a pas confiance en Jean-Pierre Petit, t'as Zaliakov, enfin t'as des Russes qui ont... Il y a de la littérature là-dessus, là aussi c'est tamponné. Même si on croit que Jean-Pierre Petit est un complotiste, etc. Allons voir les autres. Je veux dire, les Américains et les Russes ont décrit tout ça. Il est possible pour un humain de créer des séismes aujourd'hui, de différentes amplitudes. D'ailleurs, Haïti, ça me paraît bizarre. Mais bon. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça bizarre. Haïti, c'était bizarre.
Après, bon, les gens peuvent se douter aussi sur Fukushima. Hein. Bon, si tu veux, il y a un outil là, qui est avec Google Earth où tu peux voir l'ensemble des séismes qui a lieu, notamment autour de la ceinture de feu du Pacifique. Ouais. Bon, il y a des trucs qui sont vraiment surprenants sur le fait que autour du Japon, tu en as un maximum, et puis tu t'éloignes de 500 km, d'un seul coup, il n'y a plus rien. Enfin, il y en a très 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 peu, quoi. Alors, quelle raison, je ne sais pas, mais voilà, enfin, il n'y a pas que ça, évidemment, il y a des phénomènes naturels, on n'a pas tombé dans la parano, il y a des phénomènes aussi naturels qui se confirment, parce que quand ça bouge d'un côté, ça bouge aussi de l'autre, donc je veux dire, la Terre bouge, hein, je veux dire, les mouvements telluriques, ça existe, je veux dire, il y a des vrais séismes naturels, c'est clair, hein. Mais on peut faire beaucoup de choses au niveau de la technologie, donc oui, ça peut prendre d'autres noms, d'autres noms de code et d'autres appellations. Je sais que c'était le projet Sura hein, pour les Russes. Bon, voilà. Après, le problème aussi, c'est que vu qu'on peut faire énormément de choses, énormément de dégâts, c'est de l'information militaire. Donc, faut avoir ses sources, faut avoir son renseignement, mais c'est pas facile à avoir aussi. Hein. C'est pas facile à avoir de vraies informations fiables, tangibles et bétonnées. Tu vois. Alors, en plus, là, je vais reprendre les dernières questions. On arrive à la fin. Il y en a une, tiens, je trouve un peu polémique, puisqu'on me dit, pourriez-vous donner votre avis sur toutes ces théories, sur le récentisme, les théories de la création, un peu à la Matrix, comme nous explique Paul Ponceau. Est-ce qu'encore un moyen pour le système de nous détourner des problèmes quotidiens ? Alors, la fin de la question, oui. Il y a évidemment un moyen pour détourner des problèmes quotidiens, ça c'est une évidence. Ouais. Après, j'ai pas spécialement analysé... Le récentisme, ouais. Voilà. La théorie de la création, là encore, moi j'écoute. Effectivement, j'écoute, mais je suis plutôt par mon expérience à voir des réalités dans le darwinisme, qu'il soit social ou qu'il soit naturel. Si tu veux. Il y a un moment, on peut le voir même avec les plantes, hein, dans certains endroits que j'ai particulièrement étudiés autour du Pacifique. Il y a des plantes qui effectivement qui subissent la loi de Darwin, quoi, qui sont pas suffisamment développées, qui sont pas suffisamment qui sont pas suffisamment étendues dans l'endroit endémique où elles se développent, et puis c'est quand même les animaux pareils. Il y a des grosses choses, Darwin, enfin, il y a des gros plantages dans sa théorie. À un moment, il dit dans sa théorie que en gros, un blanc et une noire ne peuvent pas avoir d'enfants, et quand bien même ils en auraient un, l'enfant serait stérile. On sait que c'est faux, ça, aujourd'hui c'est complètement faux. Non mais on est d'accord là-dessus, après les gars ont aussi fait des erreurs, mais ce qui est important c'est d'essayer de trouver un sens et d'écouter tout le monde, mais sans spécialement avoir un avis particulier. Alors effectivement c'est facile, non, c'est pas si facile que ça. Il y a un moment c'est bien d'écouter aussi ce que disent les créationnistes. Après, moi, les retours que j'ai eu des créationnistes, ça me paraissait complètement farfelu et... Oui, tu trouves ça un peu... moi, j'écoute aussi, mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a tout à boire et à manger là-dedans. Parce qu'il y en a qui disent, on a fait une truc de 300 ans, il y en a qui disent 1000 ans, il y en a qui disent l'islam, en fait, ça vient de Russie, il y en a qui disent que les pyramides d'Égypte ont été construites par les Français. Je n'y comprends plus rien. Voilà, l'histoire... Ah non mais là c'est plus l'Everest, cherchez pas, vous êtes sur Mars déjà. Un jour on vous fera ce voyage spatial dans la galaxie récentisme. Non mais tu parles de Mars, mais je pense que c'est la prochaine étape pour les Américains. Il y a des temps qu'ils arrivent à passer la ceinture de Van Allen. Hein. Voilà. D'ailleurs j'ai une autre vidéo pour les sceptiques. C'est bizarre, on l'a perdu. On savait le faire en 69 et puis on sait plus le faire. Ah bah figure-toi que j'ai retrouvé une deuxième vidéo de la NASA, parce qu'ils ne s'en sont jamais à une vidéo près, où on interroge, alors ils sont superbes d'ailleurs, ils sont bien gentils. C'est des fameux astronautes de l'ISS, c'est la station qui est en orbite, bon voilà, sans commentaire. Donc une station en orbite, il y a des gens qui font un direct depuis la Terre, d'ailleurs c'est assez fascinant, parce que je me dis, putain, une télé en direct, je rappelle que la Terre tourne à 1600 km/h, voilà, donc la station, elle tourne avec, d'accord, donc ils arrivent quand même à faire un direct, bon c'est fascinant, je veux bien. Et dans ce direct, en fait, l'astronaute explique... Oui, vous savez, on va bientôt faire des expéditions spatiales avec leur fameux projet Orion, Orion. Et il dit, d'accord, oui, le problème c'est qu'on n'a pas réussi à passer la ceinture de Van Allen. Mais merde. Et
Alors j'adore ce que ils ont dit... réussi 10 ou 15 fois en 69 et 70. C'est fascinant ce que dit l'astronaute, parce qu'à un moment-là, il dit il n'y a jamais aucun homme qui n'a passé la ceinture de Van Allen. Je l'ai vu ça. Bon, on est tranquille. Et après, on lui dit, mais c'est pour aller où Et ben il dit, grâce à ça, quand on pourra la passer, on pourra aller sur la Lune et sur Mars. Bon, bah voilà. Après, on nous traite de complotistes. Écoutez, bon, nous, alors que finalement, sur un truc comme ça, voilà, je fais exprès de reprendre ce sujet très polémique, mais il y a juste à se poser des questions en se disant, on me prend pour des cons, quoi, parce que comment est-ce possible on y arrivait il y a 15 ans, mais on a oublié. On a oublié. Donc en 30 ans... C'était du savoir... Mais c'est ça, c'est le capital, si tu veux. Ouais. C'est un savoir-faire qu'on a oublié à cause du capital. Non, mais je déconne, mais évidemment, c'est 50 ans de technologie et on a tout oublié. Donc c'est en tout cas... C'est pour ça que c'est pas subtil, je te dis, c'est pas subtil, ça nous prend pour des crétins et... c'est saoulant, quoi. Eh ben, écoute, moi, je vais peut-être finir. Oui, on va conclure. Alors, des conseils de lecture. Alors, vas-y. Donc, surtout, ce qui est important, c'est vraiment de chercher, de vous informer. Donc, Orwell, déjà, ça, c'est vrai que pour voir un petit peu comprendre la situation, Orwell, ça, c'est important. Debord, je pense que, alors, c'est pas facile à lire pour la société du spectacle, mais les commentaires sur la société du spectacle, ça a été écrit en 88 et c'est complètement d'actualité. Ça permet d'un peu mieux comprendre le fétichisme de la marchandise autour du spectacle. Donc Noam Chomsky aussi, la fabrication du consentement. Et puis il y a des trucs très simples, quoi. C'est pour tous ceux qui disent complotistes, mais lisez Sun Tzu, quoi. Ça fait 2500 ans qu'il l'a écrit. Lisez Machiavel, Le Prince, pour comprendre qu'un dirigeant n'a pas les mêmes intérêts qu'un petit gars d'en bas du peuple. Faut lire Brzezinski aussi, je pense que le grand échiquier, voilà, il y a des choses comme ça. Édouard Bernays aussi pour Propaganda, et puis un bouquin vraiment qui aide à bien comprendre l'aspect choc, les divers chocs sociaux et les chocs économiques qui sont liés autour de la stratégie du capitalisme du désastre. C'est la stratégie du choc, quoi, Naomi Klein, quoi. Vraiment, c'est intéressant. Après, en fonction des affinités, vous pouvez lire Survivre à l'effondrement économique de San Giorgio. Bon, c'est un peu drôle aussi, mais des bouquins de Rougeron aussi. Il y a en vidéo aussi, je trouve qu'il y a un truc qui est sympa dont je parle dans le bouquin. C'est Le gouvernement des chats au pays des souris de Tommy Douglas. C'était un gouverneur canadien en 1944. Le gouvernement des chats au pays des souris, ça nous fait un petit peu comprendre que on est dans une impasse. Voilà. Quel que soit le chat qu'on décide, nous on est des souris. Donc forcément on va élire quelqu'un qui n'a pas les mêmes intérêts que nous. Et même ses intérêts, c'est de nous dominer, quoi. Voilà. Bon, puis après les conférences de Yuri Bezmenov, ça c'est quand même sympa pour comprendre le principe de déstabilisation des nations. Voilà. Et puis bon, après, t'as Idiocratie aussi, sincèrement, c'est un film un peu délirant, mais très vite tu comprends que c'est plutôt les gens qui réfléchissent pas énormément, qui pullulent, qui font un tas de gamins, alors qu'en fait, ceux qui ont l'habitude de réfléchir, qui ont peut-être tout un tas de diplômes, et ben eux, ils sont un petit peu plus réticents justement à faire des gamins. Donc, bon, voilà, Idiocratie, ça peut être intéressant. Et il y a, je cite 85 bouquins aussi voilà. Donc, il y en a un paquet. En tout cas, informez-vous, lisez, c'est fondamental parce que le problème, c'est qu'on a perdu l'habitude d'être curieux, d'être observateur, de se poser des questions et de savoir quels étaient nos intérêts bien pensés à notre échelle. Voilà. Eh ben écoute, merci Jérôme. Merci à toi. Écoute, merci à toi. On rappelle La Valse des Irresponsables. D'ailleurs, il est disponible où? Comment on fait pour se procurer? Ouais, alors j'ai un site, donc c'est indiqué derrière lvdi.wordpress.com. Donc LVDI pour La Valse des Irresponsables. LVDI donc .wordpress.com. Ouais. Et là, c'est indiqué comment commander le livre. Il y a plein de méthodes. Vous pouvez le faire par PayPal. Alors vous pouvez aussi,
j'ai tenté le coup, hein, dans mon principe de projet, j'ai tenté le coup, même si c'est l'antre du diable, sur Amazon et à la Fnac. Mais là aussi, j'ai découvert des trucs, il faudrait faire une deuxième émission, parce que le monde de l'édition et le monde de la diffusion, c'est un truc aussi de fou, quoi. Donc, pour ceux qui veulent, voilà, il est accessible aussi sur Fnac et Amazon, dans quelques Fnac dans Paris, Fnac à Strasbourg, et puis aussi un petit libraire vraiment sympa à Ilkirch, donc dans la banlieue de Strasbourg. C'est l'île au trésor, donc I2L au trésor. J'aime bien son esprit aussi, on a pu discuter longuement, donc voilà, c'est Pedro Mota, voilà, je trouve que voilà, il est vraiment motivé, il est passionné, et puis voilà, j'aime bien tout ça. Sinon, voilà, sur le site, hein, sur le site, j'ai aussi mis donc les notes de bas de page, tous les hyperliens, parce que évidemment, là, dans le bouquin, il y a des tas de liens qui sont super longs sur Internet, mais évidemment, sur le site, je l'ai fait les liens, il y a juste à cliquer, pour vérifier. Et j'ai aussi mis des notes de l'auteur, donc supplémentaires, par rapport à l'actualité, justement. Il y a eu 2-3 autres choses en plus. J'ai cru bon de les ajouter, justement, pour comprendre. Non, ça rajoutait en plus. Ça rajoute en plus. Ça n'enlèvait pas, mais ça ajoutait. Oui, ça ajoutait, ouais. Ok, bah écoute, merci Fred. Non, Jérôme. Je dis Fred. J'ai mis Jean-Pierre d'ailleurs sur le truc. Erreur, mais à culpa. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à la régie. Hein, ouais, on la voit pas trop. Ouais, si, voilà, on voit quelqu'un. On voit une main. Merci aux métanautes. Merci aux métanautes, évidemment, connectés à ceux qui sont restés. Voilà, ça a débordé. Il y en a qui sont partis se coucher. Bon, en tout cas, merci aux modérateurs. Et vous savez, je n'aurai qu'une phrase ce soir. Si vous écoutez ce message, forcément, c'est que vous êtes la résistance. Ciao tout le monde.